Bonjour, bienvenue à cette séance d'information. La séance d'information au début était prévue de 10h à 11h30 parce que quand on l'a cédulé, on voulait être certain d'avoir assez de temps pour voir toutes les présentations, toutes les modifications qu'ils ont au règlement. Honnêtement, ça ne durera jamais 1h30. J'ai à peu près pour peut-être une demi-heure de contenu à vous présenter. Puis par la suite, on aura une période de questions. Puis je sais que c'est là que ça va être le plus long parce que les périodes de questions, là, souvent, c'est là qu'on prend tout le temps parce qu'il y aura plusieurs questions d'après moi. Ce n'est pas une formation d'heure de conduite à matin, c'est vraiment juste une séance d'information sur le règlement, en fait, le règlement qui modifie le règlement des heures de conduite. Donc, on va vraiment prendre le temps de bien vous expliquer toutes les modifications qu'il y a au règlement. Est-ce qu'on peut enregistrer? Comme j'ai expliqué, en fait, j'enregistre présentement. La formation est enregistrée et on va faire une vidéo qui va être disponible à tous nos membres, qu'on va vous envoyer un lien qui va être exclusif. Vous allez pouvoir avoir accès à la séance. Donc, moi, présentement, j'enregistre la séance. Parfait. Donc, le règlement qui modifie le règlement. Voici un peu l'historique de ce qui s'est passé pour qu'on en arrive aujourd'hui avec une réglementation finale au Québec. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment Québec, là, donc la nouvelle réglementation au Québec. La loi fédérale a passé évidemment en juin 2019. Le but était qu'en juin 2021, tout le monde ait un DCE au Canada. On s'entend qu'il est arrivé quelque chose entre le 12 juin 2019 et le 12 juin 2021 qui s'appelait la COVID. Donc, ça a retardé le processus, évidemment, ce qui fait qu'on est rendu en 2023. Steven, dans le chat, là, comme j'ai expliqué, j'enregistre la formation puis on va vous donner un lien, mais c'est ça, je n'autoriserai pas l'enregistrement, en fait. Donc, c'est nous qui va faire la vidéo, qui va vous envoyer un lien pour avoir accès à la séance. Le projet de loi provincial a finalement été déposé en février 2022. Désolé si je coupe là, de temps en temps, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent encore. Ça n'arrête pas de. J'avais plus de 150, environ 120, 130 inscriptions. Là. Donc, ça continue à rentrer. Le projet de loi provincial en février 2022 a été déposé. Après ça, pendant plusieurs mois, il y a eu une consultation publique. Il y a eu des modifications au projet de loi. Les gens pouvaient envoyer des mémoires, pouvaient envoyer des commentaires, pouvaient donner leur avis, en fait, sur la réglementation. Et ça a pris plusieurs mois pour finalement avoir une prépublication du règlement final en août 2022. Donc, cet été, en août 2022, l'été passé, il y a eu une prépublication du règlement. On avait accès à tout ça. Et c'est ce qui venait dire telle date, quand ça va être officiel, ça va être ça la modification du règlement. Normalement, le but était de faire ça le 1er janvier 2023 comme le reste du Canada. Par contre, on a eu les élections au Québec qui ont retardé le processus, changement de ministre des Transports. Donc, tout le processus a été retardé, ce qui fait que finalement, on a eu la date officielle qui est le 30 avril 2023 pour l'application du nouveau règlement sur les heures de conduite. Comme je vous disais, ce qu'on a accès aujourd'hui, c'est un règlement qui vient modifier le règlement des heures de conduite. Donc, on vous a fait un résumé aujourd'hui, mais vous allez voir, il y a beaucoup d'interprétations. On a un petit exemple d'un alinéa qui est dans le règlement présentement. L'article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement dans le sous-paragraphe 2 du sous-paragraphe B du paragraphe 1 du premier alinéa sur la fiche journalière dans le rapport d'activité. Donc, vous voyez à quel point les règlements de modification, c'est hyper complexe. On analyse, on essaie d'interpréter c'est quoi que ça veut dire, mais on essaie de vous faire un bon résumé simple et en espérant que ça va être assez clair. Il y a plusieurs modifications qui vont être faites au règlement, notamment aux définitions. Donc, on a quelques ajouts. On a, par exemple, l'ajout du mot défaillante. Donc, tout événement qui entraîne l'enregistrement automatique dans un dispositif de consignation électronique d'un code de défaillance prévu au tableau 4 de l'annexe 2. Donc, la norme technique, il y a un tableau, je vais vous le montrer tout de suite après, avec une codification des défaillances possibles sur le DCE. Donc, une défaillance, c'est un événement qui serait enregistré automatiquement sur le DCE qui va popper sur la tablette du conducteur. Donc, on a ajouté cette définition-là. On a ajouté la définition d'un dispositif de consignation électronique.
Je ne rentrerai pas en détail. Je pense que tout le monde sait c'est quoi un DCE rendu là. C'est un dispositif qui vient se brancher après le CM du moteur, qui va venir enregistrer les déplacements et toutes les informations données par le moteur. Et ça doit être linké avec soit une application, une tablette, un téléphone dans la cabine du conducteur pour envoyer les informations directement. Ça, c'est obligatoire. Les DCE doivent être accrédités par Transport Canada. Il y a une liste de DCE qui est accréditée qu'on pourra vous envoyer si vous ne l'avez pas eu encore, si vous n'avez pas encore accès à cette liste-là. Il y a plusieurs systèmes dans la liste. Il y en a des Québécois, il y en a des Ontariens, il y en a du BC qui sont simplement en anglais, il y en a qui sont bilingues. Mais toute la liste est là, puis c'est obligatoire de prendre un DCE qui est dans cette liste pour être conforme au règlement. On retire dans la réglementation, et ça a quand même un petit impact, la définition de fiche journalière. Donc, on enlève complètement fiche journalière du règlement et on va le voir tantôt. À partir de maintenant, ça va être dispositif de consignation électronique obligatoire. On ajoute la définition de rapport d'activité. Le rapport d'activité, ça va être un rapport dans lequel le conducteur consigne ses activités et les renseignements exigés en vertu des articles 30.1, 31 et 32. On va le voir tantôt. Un rapport d'activité va venir remplacer la fiche journalière dans certaines situations. Donc, il y a des situations où vous aurez le droit d'utiliser un rapport d'activité. Ça va ressembler énormément à une fiche journalière, mais ça s'appelle maintenant un rapport d'activité. Quand je parlais de la codification, je vais juste continuer à admettre des gens. Donc, la codification des défaillances, le système automatiquement, quand il fonctionne mal ou qu'il y a une erreur, va envoyer un code au conducteur. Et la codification, c'est un tableau qui est disponible sur la norme technique des DCE. Et ça vient dire, exemple, là, code P, défaillance de mise sous tension, code E, défaillance de synchronisation avec le moteur, etc., etc. On va le voir tantôt. Si jamais il y a une défaillance sur le système, le conducteur va devoir remplir, si je reviens ici, un rapport d'activité pour cette journée-là. Donc, il va devoir venir remplir une fiche journalière techniquement qui est devenue un rapport d'activité et il va y avoir des informations obligatoires à rentrer, dont le code de défaillance qui est inscrit sur la tablette. Ça, évidemment, de la façon qui va être affichée sur votre tablette, de la façon qui pop, ça va dépendre vraiment des systèmes. Il va falloir que vous parliez avec votre fournisseur pour savoir exactement comment que ça va apparaître, mais le code va apparaître sur le système. Ça va être obligatoire de venir le mettre sur le rapport d'activité du conducteur qui va le faire papier. On vient ajouter aussi la définition de document justificatif. Donc, avant, on avait dans le règlement, c'était mentionné qu'on doit conserver les documents justificatifs des conducteurs pendant au moins 6 mois, mais il n'y avait pas de définition claire de ce qu'était un document justificatif. Il y avait des exemples dans le guide des obligations, mais il n'y avait pas de définition précise. Maintenant, on vient mettre clairement dans le règlement, ça va être quoi un document justificatif qui doit être conservé pendant 6 mois par l'exploitant. Donc, tout enregistrement électronique des communications mobiles faisant état des communications entre un conducteur et un exploitant, transmises par un système d'appel du conducteur ou de gestion du parc de véhicules. Donc, dans les systèmes DCE, dans les dispositifs électroniques, le dispatch peut, selon les systèmes, écrire directement au conducteur. Ça va y envoyer un message qui pop dans la tablette et on voit la conversation entre les deux. Tout ça, l'enregistrement électronique doit être conservé pendant 6 mois. Évidemment, les systèmes devraient normalement les conserver électroniquement. Et ça ne vient pas dire qu'il faut les garder physiques. Là. Vous n'avez pas à vous imprimer vos conversations. Vous devez conserver électroniquement les documents justificatifs, dont les enregistrements des conversations entre le conducteur, dispatch, exploitant, etc. Tout registre de paye ou tout autre document équivalent indiquant les paiements faits au conducteur. Donc, ça, c'était déjà le cas techniquement. Le but, c'est d'y avoir accès rapidement. On ne dit pas de faire une copie et de la mettre dans le dossier du conducteur, mais vous devez conserver un registre de paye des conducteurs ou tout autre document équivalent pendant 6 mois. Tout document délivré par le gouvernement indiquant l'endroit où se trouve le véhicule lourd. Donc, si jamais il y a un document, un billet de pesée, etc., qui est délivré par le gouvernement, qui indique l'endroit du véhicule,
vous devez les conserver pendant 6 mois. Tout rapport reçu, registre ou autre document concernant le chargement d'un véhicule. Donc, billet de pesant, encore une fois, d'une carrière, un rapport de chargement du véhicule, les connaissements, itinéraires, horaires, bill of lading, etc. Tous les documents qui ont un lien avec le transport que le conducteur a fait devront être conservés. Le point E, tout rapport reçu, registre ou autre document concernant l'entretien, la réparation, la mise en état, le ravitaillement en carburant, l'inspection ou la location du véhicule. Donc, tout document en lien avec un véhicule qu'un conducteur utilise devra être conservé en document justificatif dans le dossier du conducteur. Donc, un de vos conducteurs va tanker, va mettre de l'essence avec un de vos véhicules. Normalement, il vous ramène le reçu. Ça peut être conservé dans un dossier ORH, mais le document doit être conservé à quelque part. Il doit avoir une copie pendant au moins 6 mois si jamais il y a une inspection de dossier. Philippe qui me demande est-ce qu'on va envoyer le PowerPoint. Oui, je pourrais vous envoyer le PDF du PowerPoint sans problème. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de slides. Là. Je vais m'attarder beaucoup, mais je vais vous envoyer le PDF, il n'y a pas de problème. Et l'enregistrement, comme je disais tantôt, va être disponible sur notre site web en lien exclusif à vous. Et finalement, tout rapport, note de répartition, registre de voyage reçu ou autre document indiquant la date, l'heure ou l'endroit où se trouve un véhicule. Donc, en gros, là, tout document qui a un lien avec le transport, tout document qui a un lien avec un transport qu'un conducteur fait devra être conservé pendant 6 mois. Et dans le règlement, dans le nouveau règlement, on vient vraiment le mettre, document justificatif avec les définitions. Désolé, il y a comme quelqu'un qui parle au téléphone. Ben, c'est André. En passant, si vous l'entendez, là, clairement, vous le reconnaissez. Il parle assez fort, fait que j'essaie de ne pas être trop déconcentré. Donc, on vient ajouter maintenant la définition des heures de travail. Elle était déjà là, mais on vient ajouter des points à la fin de la définition des heures de travail qui vient vraiment ajouter une notion qui n'était pas là avant et que même nous, on vous disait de ne pas faire ça. Et maintenant, ça va être accepté. OK? Donc, heure de travail, tout le monde le sait, période qui débute au moment où le conducteur commence à travailler, y compris le temps où le conducteur est tenu par l'exploitant d'être en disponibilité sur les lieux de travail et qui se termine au moment où il cesse de travailler ou est relevé de ses fonctions par l'exploitant. Les périodes de travail vont inclure tous ces points-là. L'inspection, l'entretien, la réparation, la présence à bord d'un véhicule lourd en mouvement en tant que conducteur de relève, la participation, et ça, là, en tant que conducteur de relève, on va le voir plus loin dans un autre règlement, c'est quand même assez important. Si la personne n'est pas considérée un conducteur de relève, il va avoir une possibilité de calculer ça en repos, mais il y a des exigences précises, on va le voir à la fin. La participation au chargement, déchargement d'un véhicule lourd, l'inspection, la vérification du chargement, l'attente avant, pendant l'entretien, le chargement ou le déchargement. Ça, je mets un astérix à ça, on va le voir dans les points en dessous, mais quand un chauffeur est à côté au dock, normalement, même s'il est dans le truck et il attend pendant 3 heures de temps, c'est du travail, normalement. Il y a des exemptions. À la fin, je vais vous les montrer. Le temps qui court pendant l'attente d'une affectation, l'attente avant, pendant l'inspection, etc., etc., toutes des périodes de travail, passer le balai dans le garage, toute demande d'un exploitant est considérée comme des heures de travail. Le point K, ça a été modifié. Donc, les manœuvres d'un véhicule lourd effectuées hors d'un chemin public, dans une gare, un dépôt ou un port. Donc, si vous travaillez dans une gare, un dépôt ou un port, on vient vraiment spécifier ces 3 endroits-là. Ça va être considéré des heures de travail et non pas de conduite. Donc, si vous conduisez un véhicule lourd dans un port, vous êtes en travail. Vous allez avoir le droit de le mettre en travail et c'est vraiment inscrit plus loin dans le règlement. Si c'est votre type d'activité, vous devez demander à votre fournisseur de DCE de mettre une option qui va vous permettre de mettre une fonction, exemple, port. Fait que là, ça va vous mettre en travail. Ça va venir indiquer, oui, le véhicule bouge, mais il est en travail. C'est normal, on le laisse en travail. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez parler avec votre fournisseur pour être certain qu'il mette cette option-là si ça vous touche. Le point I, c'est le point important, nouveau point, qui vient un peu contredire ce qu'on disait avant, mais qui vient au moins spécifier. Puis là, on a une réponse claire du règlement. Le fait de se reposer à bord d'un véhicule lourd ou de l'occuper à une autre fin, normalement, c'est du travail, sauf
le temps considéré comme faisant partie des heures de repos conformément à l'article 11. Donc, l'article 11, on va le voir un petit peu plus loin. Comme je vous l'expliquais, s'il y a un déplacement vers exemple, moi, je travaille à Chicoutimi. Mon boss me dit, hey, pour les 2 prochains mois, tu t'en vas à Val d'Or, puis tu vas travailler là pendant 2 mois. Le temps que je prends comme passager entre le voyage de Chicoutimi à Val d'Or, si rendu à Val d'Or, je me couche, puis je prends 8 heures de repos, bien, tout le temps que j'ai fait en trajet entre Chicoutimi et Val d'Or, ben, c'était du temps de repos. Donc, je n'ai pas de changement de port de tâche techniquement. Je n'ai pas chauffé de véhicule lourd. Si j'étais passager, je vais pouvoir le considérer comme du temps de repos, même si je suis dans un véhicule lourd en tant que passager. Donc, temps de repos et non pas travail ou conduite. Donc, ça ne viendra pas affecter le cycle de la personne qui s'est tapé le voyage Chicoutimi-Val d'Or, par exemple. Il va pouvoir être considéré en repos, n'aura pas à gérer ça comme du travail. Le temps passé dans le compartiment couchette, évidemment. Donc, tu es arrêté au dock, tu te fais décharger, puis tu es dans le compartiment couchette, tu es en repos, tu es en couchette. Il faut que tu le mettes en couchette, par contre. Et le point 3 et 4, c'est là qu'on vient vraiment ajouter quelque chose de nouveau. Le temps passé dans un véhicule lourd arrêté pour satisfaire aux exigences du deuxième alinéa de l'article 13. Donc, le deuxième alinéa de l'article 13 vient dire un conducteur doit prendre dans une journée 2 heures de repos qui ne font pas partie du 8 heures de repos consécutif. Donc là, ce n'est pas une formation d'heure. Je ne commencerai pas à tout vous expliquer comment que ça fonctionne, mais normalement, un conducteur doit prendre 8 heures de repos pour recommencer un nouveau poste. Mais dans une journée calendrier, donc de minuit à minuit, il doit prendre un 2 heures de repos qui ne fait pas partie de ces 8 heures-là. Donc, il peut être pris en pause au restaurant, il peut être pris dans un truck stop, peu importe. Mais normalement, il devrait avoir 2 heures de pause autre que le 8 heures consécutif. Il peut être collé après. Là, je ne rentrerai pas dans les détails. Là, ça pourrait être un 10 heures. Donc, les 2 premières heures vont être considérées comme 2 heures de repos amovibles. Tout ça pour dire que maintenant, si tu es à côté au dock en train de te faire décharger, puis que tu es dans ton véhicule lourd arrêté, même si tu n'as pas de bed, si ce temps-là, tu le calcules comme ton 2 heures, tu as le droit de le calculer en temps de repos. Tu as le droit de dire, moi, je suis arrêté en ce moment, je me fais décharger pendant 2 heures de temps. Ce 2 heures-là va être mon 2 heures amovible, donc mon 2 heures autre que mes 8 heures. Je suis assis dans mon camion, même si je n'ai pas de bed, j'ai le droit de le considérer comme des heures de repos. Avant, on n'avait pas le droit. On disait à tout le monde de se mettre en travail. Maintenant, ça va être possible. Si jamais tu arrêtes 3 heures, exemple, donc le point 4, le temps passé dans un véhicule lourd, en plus du temps passé pour satisfaire aux 2 heures. Donc, j'arrête au dock 3 heures de temps. Mon premier 2 heures, c'est pour satisfaire aux 2 heures de repos autres. Ben, mon 3 heures complet va avoir le droit d'être considéré en repos. Par contre, si j'arrête 2 heures, je me fais décharger, je respecte mon article 13, donc je prends mes 2 heures, je conduis, puis là, j'arrête à un autre endroit me faire décharger encore. Ben là, je ne réponds plus aux 2 heures. Mon 2 heures est déjà fait. Là, à ce moment-là, c'est du travail et je dois rester en travail, même à côté au dock. Donc, je ne sais pas si c'est clair, là. Si vous arrêtez un dock, vous n'avez pas pris vos 2 heures de repos encore, vous avez le droit de les prendre en repos, même assis dans le camion. Si ça dure 3 heures, 4 heures, vous avez le droit de tout calculer ça en repos. Mais si vous changez de place, vous prenez un break et vous changez d'endroit, là, ce 2 heures-là, vu qu'il est déjà pris, vous n'avez pas le droit de continuer. Sébastien, j'ai vu ta main levée. Je pense que je vais finir. Gardez vos questions en note. Je vais finir toute la présentation qui va durer environ un autre 20 minutes. Puis à la fin, je prendrai une grosse période de questions. Parfait. Les véhicules visés par le nouveau règlement. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont ici pour ça ce matin. Donc, selon l'article 28.1, qui est un nouvel article, donc on vient ajouter l'article 28.1 au règlement. Ça sera pas long. J'ai des questions aussi dans le chat. Gardez-les en note. On aura une période de questions à la fin. Je ferai une grosse période de questions là, pour répondre à toutes les questions. Donc, ajout article 28.1. L'exploitant est tenu de s'assurer que chaque véhicule lourd, sous sa responsabilité, soit muni d'un dispositif de consignation électronique qui satisfait aux exigences de la norme technique, sauf dans les cas suivants. Donc là, paniquez pas, il y en a qui vont dire hey, il me semblait que c'était juste les véhicules touchés. C'est juste les véhicules touchés. Ce n'est pas chaque véhicule. Il faut lire les exigences par la suite. Donc, normalement, un véhicule doit avoir un DCE, sauf dans les cas suivants. Le véhicule fait l'objet d'un contrat de location d'une durée d'au plus 30 jours
qui n'est pas un contrat de location prolongé ou reconduit du même véhicule. Donc, vous louez un truck chez Ryder, chez Hébert, chez peu importe où vous louez vos véhicules, vous le louez pour moins de 30 jours et à la fin du contrat, vous ne renouvelez pas le contrat, vous êtes exempté du DCA. Vous pourrez soit faire des registres ou faire un rapport d'activité qui est techniquement une fiche journalière si vous revenez à votre port d'attache et que vous restez dans le rayon de 160. Mais là, à ce moment-là, on s'entend que le rapport d'activité, à ce moment-là, faites un registre, ça va être beaucoup plus simple. Par contre, si vous louez le véhicule puis que vous sortez de votre rayon, vous changez de port d'attache, vous aurez le droit de faire des rapports d'activité papier. Vous n'aurez pas à avoir le DCA électronique. Le point 2, le véhicule est d'une année de modèle antérieure à 2000. Donc, si le véhicule, le modèle du châssis du truck est avant 2000, donc 99 et moins, vous êtes exempté. Si le moteur est en bas de 2000, ça ne change rien. C'est le modèle du véhicule. Donc, il y en a qui font des glider kits, un truck 2004, mettre un moteur 95 dedans, vous ne serez pas exempté, vous devrez trouver une façon de mettre un log électronique dedans. C'est le modèle du véhicule. Le véhicule est conduit afin d'être livré, donc soit au terminus d'attache de son propriétaire à la suite de l'achat du véhicule, soit à son locataire, soit à son locateur pour un retour de location, ou soit à une succursale d'une entreprise de location de véhicules pour un ajustement d'inventaire. Donc, vous achetez un véhicule neuf, la personne a le droit de vous livrer le véhicule, vous louez des véhicules à d'autres gens, vous allez lui porter, vous avez le droit de ne pas avoir de DCE, ou vous avez loué un véhicule et vous allez le reporter chez le locateur, vous êtes conforme, vous avez le droit sans DCE. Et finalement, le point D, là, ajustement d'inventaire, donc les enterprises de ce monde, peu importe, qui louent des véhicules lourds, Hébert, ont le droit de partir avec un véhicule, l'envoyer à une autre division pour un ajustement d'inventaire, par exemple, sans avoir le DCE électronique. Le point 4, le véhicule est conduit dans les 5 jours suivant sa livraison à la suite d'un achat. Quand on parle d'une cession du droit de propriété, c'est un achat de véhicule. Donc, vous achetez un véhicule, vous avez techniquement 5 jours pour installer un DCE dedans. Donc, vous achetez un véhicule neuf ou un véhicule, peu importe, vous recevez le véhicule, 5 jours suivant sa livraison, vous avez le droit de conduire avec en conduisant, en faisant des rapports d'activité ou des registres sans le DCE électronique. Le point 5, le véhicule est un véhicule neuf qui est conduit afin d'être livré à une entreprise pour compléter sa fabrication ou le rendre conforme à l'usage, etc., etc. Donc, un véhicule lourd qui va être livré dans une entreprise pour continuer sa fabrication, pour ajouter des éléments dessus, des pelles, etc. Il va être exempté du DCA électronique. Et le point 6, le véhicule est conduit dans un rayon de 160 km du terminus d'attache et son conducteur retourne à chaque jour à son terminus pour y commencer au moins 8 heures de repos. Donc, si vous restez dans le rayon de 160 km, que vous revenez à votre terminus d'attache, vous allez être exempté du log électronique. À ce moment-là, vous pourrez utiliser des registres qu'on va voir dans l'article, tout de suite après l'article 30, ou des rapports d'activité papier. Évidemment, activité papier, le rapport d'activité papier, ça va être un log, tout aussi bien de faire un registre. Tu as les mêmes exigences de toute façon, ça va être beaucoup plus simple. Ça, la phrase en rouge, je vais en parler plus tard, je vais en parler ici dans cet article-là. On a une légère modification à l'article 30. L'article 30, en fait, c'est pas compliqué, c'est l'article qui vient vous dire que vous avez le droit d'utiliser des registres au lieu d'un log ou d'un DCE. Donc, l'article 30 dit « Le conducteur n'est pas tenu de remplir un rapport d'activité, donc pas obligé de faire un rapport d'activité ni un DCE, si les conditions suivantes sont réunies. Le véhicule n'est pas visé par un permis de déroger aux heures de conduite. Le conducteur reste dans un rayon de 160 km, revient à tous les jours à son terminus d'attache et répond à une des deux exigences suivantes. Donc, les deux exigences, c'est les deux types de registres. On a le registre détaillé, où sont inscrits pour chaque journée les activités effectuées par le conducteur, le cycle qu'il suit, l'heure du début et la fin de chaque activité. Donc, ça nous prend une feuille par jour qui vient nous dire, ligne par ligne, toutes les activités du conducteur, ou il utilise un registre allégé qui vient dire, pour une semaine complète, toutes les heures qui ont été travaillées dans la semaine, le début, la fin de la journée et le total des heures travaillées. Donc, si on utilise un des deux registres, vous pouvez utiliser, vous êtes exempté du log électronique. Un véhicule qui est visé par cette exemption ne cesse pas d'être exempté en raison
en raison d'une mauvaise condition de circulation. Donc, si vous utilisez un registre, vous partez sur la route, il y a des très mauvaises conditions de circulation, vous êtes encore dans l'intérieur de votre rayon, mais vous ne pouvez pas revenir à votre terminus d'attache parce qu'il y a une tempête, il y a un carambolage, peu importe. Vous pouvez continuer votre registre. Vous ne serez pas obligé d'utiliser un log électronique juste parce que vous avez changé de terminus d'attache en raison de mauvaises conditions de circulation. Donc là, on s'entend, c'est pas genre vous êtes un peu en retard, puis vous décidez de coucher à Québec pour vous livrer un voyage demain. Là. Il y a des mauvaises conditions, puis vous n'êtes pas capable de revenir à votre terminus d'attache. Bien là, à ce moment-là, vous êtes exempté quand même, vous pouvez continuer à utiliser des régions. Article 30.1. Donc, nouvel article, en fait. L'exploitant exige que le conducteur consigne à l'aide d'un dispositif de consignation électronique un rapport d'activité électroniquement. Donc là, je ne vous lirai pas tout ce qui est écrit là. En gros, ça vient nous énumérer point par point. Puis de toute façon, comme je vais vous envoyer le PDF, vous pourrez le lire si vous voulez. Là. Ça vient énumérer point par point tous les éléments qui sont obligatoires dans le log électronique. Ça, de toute façon, ces points-là ont été inspectés sur les DCE. Toutes les DCE qui sont accrédités respectent ça. Donc, il faut simplement s'assurer que quand le conducteur consigne ces informations dans un DCE, bien, toutes ces informations-là sont bien inscrites sur le log électronique. Donc, ça, c'est un nouvel article 30.1 qui vient simplement énumérer les les éléments obligatoires dans le DCE. Véhicule exempté, encore une fois, du dispositif de consignation électronique. Donc, tu as essayé de m'appeler? Donc, désolé, André était là, il m'a parlé. Malgré l'article 30.1, un conducteur est exempté d'utiliser un dispositif de consignation électronique pour consigner ses activités si, selon le cas, il conduit un véhicule qui n'est pas muni du DCE à cause des paragraphes 1 à 6 qu'on a vus précédemment, ou il y a un code de défaillance prévu au tableau 4. Donc, si jamais, je vais juste revenir dans mon PowerPoint, si jamais le véhicule n'a pas de DCE parce qu'il est touché par un de ces 6 points-là, ou qu'il y a un code de défaillance qui pop dans la tablette à cause d'un problème qui survient avec le DCE lui-même, le conducteur peut utiliser ce qu'on va appeler maintenant un rapport d'activité qui était une fiche journalière papier. Donc, le rapport d'activité va devoir comprendre les mêmes éléments qu'un log papier présentement, la date, le nom, l'heure, etc. Et si le conducteur n'était pas tenu de remplir un rapport d'activité avant, il va falloir venir mettre les 14 jours précédents sur le rapport d'activité. Donc, il va falloir venir mettre manuellement les 14 jours travaillés, qui étaient techniquement la grille des 14 jours dans le bas du rapport. Et finalement, le cas échéant, le code de défaillance. Donc, en gros, ce que ça dit, c'est si vous n'êtes pas touché par les DCE à cause des points 1 à 6 ou qu'il y a un code de défaillance, vous pouvez faire un rapport d'activité papier, donc un log papier, il n'y a pas de problème. Vous devrez avoir évidemment les informations obligatoires sur votre log papier. Autre modification, donc on a quelques modifications. Ajout, c'est plus mineur à ce moment-là. Donc, article 13, l'exploitant veille à ce qu'un conducteur ait pris et le conducteur doit avoir pris au moins 10 heures de repos au cours de chacun des 14 jours précédant la conduite d'un véhicule. Ça, c'est un nouvel ajout qui vient de mettre dans le règlement. On a mis des astérix. Je ne sais pas comment les contrôleurs vont appliquer ça, mais ça n'a pas de sens. OK? Selon ce que le règlement dit présentement, c'est que quelqu'un qui travaille 20 heures de temps dans une shop, là, je comprends que c'est une journée extrême, là, mais il décide qu'il travaille toute une journée de temps dans une shop, puis il n'a pas son 10 heures de repos, même s'il ne conduit pas de véhicule lourd. Là. À cause de ça, il ne pourrait pas conduire de véhicule lourd pour les 14 prochains jours. Parce qu'il n'y a techniquement pas 10 heures de repos au cours de chacun des 14 jours précédents. Donc ça, là, ce petit bout de règlement-là a clairement été fait pour des personnes qui font de la longue distance, qui font du camionnage en permanence, que eux, quand ils ne conduisent pas, ben, sont en repos. Quelqu'un qui fait de la construction, qui travaille des semaines de malade, puis qui conduit un véhicule lourd à l'occasion, clairement, pour lui, ça, ce règlement-là, ça n'a pas de sens. On ne pourrait pas empêcher quelqu'un de conduire un véhicule lourd pour 14 jours de temps parce qu'il n'a pas pris 10 heures de repos dans une de ces 14 journées-là. Donc, on a mis des astérix,
On va demander aux contrôleurs quand ils vont avoir leur formation, parce que présentement, il n'y a pas un contrôleur au Québec qui a une formation encore sur le nouveau règlement. Et on a une confirmation de ça, là, on en connaît. Donc, dès qu'on va avoir l'application qu'ils vont utiliser pour ce type de règlement-là, on va pouvoir envoyer des informations supplémentaires. Donc, techniquement, selon le règlement, un conducteur de véhicule lourd doit avoir 10 heures de repos minimum par jour pour 14 jours avant de conduire. Les questions, je les laisse dans le chat en passant. Ce n'est pas que je ne les lis pas, mais on va toutes les répondre à la fin. Article 28.2. L'exploitant qui autorise un conducteur à effectuer des manœuvres hors d'un chemin public, donc dans une gare, un dépôt ou un port, c'est ce que je vous disais tantôt, doit veiller à ce que le dispositif de consignation électronique soit configuré de manière à ce que le conducteur puisse y indiquer ses manœuvres. Donc, vous devez, c'est votre responsabilité en tant qu'exploitant de vous assurer que votre DCE est conforme au type d'activité que vous avez. Donc, si vous travaillez dans un port ou dans une gare et que vous êtes en travail parce que vous n'êtes pas considéré en conduite d'un véhicule lourd, assurez-vous que votre DCE a cette option-là de mettre option port ou gare qui va vous laisser en travail même si le véhicule bouge. Parfait. On a un ajout de l'article 28.3. L'exploitant met en place et tient à jour un système de compte des dispositifs de consignation électronique conforme à la norme technique, lequel système doit permettre à chaque conducteur d'enregistrer ses rapports d'activité, etc. Donc, les systèmes vont vous l'expliquer, ce concept-là. En gros, ce que ça vient dire, c'est vous devez avoir des comptes pour chaque conducteur qui va conduire un véhicule lourd et vous devez prévoir un compte distinct pour les heures de travail attribuées à un conducteur non identifié. Donc, exemple, un conducteur qui est en registre, qui utilise un log qui utilise un véhicule qui a déjà un log électronique dessus, mais qui reste en registre dans son rayon. Vous devez avoir un compte distinct pour les heures de travail qui vont être attribuées à un conducteur qui ne serait pas identifié, qui n'aurait pas de compte chez lui. Ça, comme je vous dis, les entreprises, exemple ING Tech, Samsara, Geotab, Isaac, peu importe le système que vous allez utiliser, va pouvoir vous montrer comment gérer ça, comment gérer les comptes, comment créer des comptes, évidemment. Ajout, article 28.4. Ça, c'est votre responsabilité aussi. En passant, cet article-là, c'est déjà techniquement le cas si vous avez des logs électroniques. Donc, l'exploitant veille à ce que chaque véhicule lourd qu'il exploite et qui est muni d'un dispositif de consignation électronique ait à son bord une trousse de renseignements qui comprend une version à jour des documents suivants. Donc, la trousse de renseignements doit contenir un manuel d'utilisation, un feuillet d'instruction à l'intention du conducteur qui vient décrire les moyens technologiques pris en charge par le dispositif de consignation électronique, les marches à suivre pour rendre accessibles les données et les heures. Donc, en gros, vous devez avoir dans le camion des manuels, des feuillets d'instruction qui viennent expliquer au conducteur comment le DCE fonctionne, comment accéder aux données, et c'est obligatoire. Si jamais le conducteur ne sait plus comment faire, il doit avoir accès facilement à un feuillet papier qui vient lui dire comment fonctionne son DCE. Et finalement, des rapports d'activité papier en nombre suffisant pour permettre au conducteur de consigner pendant au moins 15 jours ses activités et les renseignements exigés en cas de défaillance. Donc, ça vient clairement dire vous devez avoir 15 rapports d'activité papier dans le camion, qui sont des fiches journalières, là, on s'entend. Donc, 15 rapports d'activité papier disponibles dans le véhicule en tout temps. On en vend en passant, si jamais vous en avez besoin. Ajout, article 28.5. Je ne vais pas tout lire ça, là. Ça c'est très technique, là. Mais un conducteur qui constate un code de défaillance doit compléter un rapport d'activité et doit venir compléter un rapport d'activité papier, ça je vous l'ai déjà dit. Et dans le bas ici, c'est le point qui est important, l'exploitant tient un registre des codes de défaillance constatés sur les dispositifs qui sont installés sur ces véhicules. Et ce registre doit comporter le nom du conducteur qui a constaté la défaillance, le nom de chacun des conducteurs qui a utilisé le véhicule entre le moment de la constatation et le moment de la réparation, la marque, le modèle du dispositif, le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule, la date du code de défaillance, la date de la réparation de la défaillance et une brève description des mesures. Donc, vous devez avoir une fiche, un papier, un registre électronique, un Excel, peu importe le mode que vous allez utiliser. Vous devez avoir une façon de tout venir inscrire toutes les défaillances qui sont arrivées sur vos systèmes en indiquant le nom des conducteurs qui l'ont découvert
et ceux qui ont conduit avec le véhicule pendant qu'il y avait une défaillance. Donc, c'est un item de contrôle pour venir contrôler que les heures étaient conformes. On vient remplacer l'article 33 du règlement. Donc, on vient modifier complètement l'article 33 du règlement par ce nouveau règlement-là qui est celui-ci. On vient en gros dire, je vais vous le résumer, là, un conducteur peut créer un rapport d'activité additionnel dans le cas où il prenait, exemple, un véhicule le matin qui avait un log électronique dessus et que l'après-midi, il prend un véhicule lourd et qui reste dans son rayon et qui prend un véhicule qui n'est pas touché par le règlement. Donc, exemple, le matin, il y a un véhicule, là, c'est un 2008, puis il prend son véhicule, il y a un log électronique. L'après-midi, il prend un truck 1997 que lui n'est pas tenu d'avoir un log électronique. Il a le droit de faire un électronique le matin et papier l'après-midi. Donc, ça vient dire, tu peux produire un rapport d'activité additionnel pendant une journée dans les cas suivants. Parfait. Autre modification, donc, un agent de la paix peut demander à un exploitant d'avoir accès à toutes les informations nécessaires pour une vérification, évidemment. Pour rendre accessible un document ou un registre sur support technologique, l'exploitant peut présenter soit un aperçu sur un écran ou le rapport imprimé à la demande d'un contrôleur. Pour le faire parvenir soit au contrôleur ou s'il est présent, vous pouvez lui montrer directement sur l'écran. Ça, c'est un article qui vient être ajouté. Et finalement, avant la période de questions, l'entrée en vigueur de ce règlement, je pense que rendu là, tout le monde le sait, c'est le 30 avril pour 99% des gens et il y a des dates différentes pour les véhicules du ministère du Transport. Donc, le 1er septembre pour le MTQ. Honnêtement, posez-moi pas la question, je ne sais pas pourquoi. Le 1er septembre pour le MTQ et le 31 décembre 2024 pour Hydro. Donc, eux, ils se sont laissés des périodes de grâce pour installer ça sur leur système. Parfait. J'ai des questions dans le chat. Je vais commencer par ça. Je vais commencer par les questions qui sont dans le chat. Puis après ça, s'il y en a qui ont des questions parlées, dans le fond, des questions vocales, vous me les poserez. Parfait. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Dans le cas de LTL, plusieurs 30 minutes. Donc, pour être considéré, là, on parle, évidemment, je vais revenir rapidement. Non, pour ça, tout le monde voit encore mon écran. Hein? Oui. OK, c'est bon. À ce moment-là, j'ai un petit carré vert qui me dit que je suis en share, puis là, je ne l'ai pas. Vous auriez trouvé ça long en Simonac de juste me regarder pendant 45 minutes de temps. OK. Donc là, on vient parler ici du temps passé en véhicule lourd pour satisfaire aux exigences du 2 heures. LTL, plusieurs 30 minutes, oui. Donc, dès que tu prends 30 minutes, puis il faut que ce soit minimum 30 minutes, sinon tu n'es pas considéré en repos en passant. Tu vas être considéré en repos, mais il ne sera pas calculé dans ton 10 heures journalier. Donc, si tu prends 30 minutes, si c'est pour satisfaire à ce 2 heures-là, oui, tu peux te mettre en repos. Donc, tu peux faire 30 minutes, changer de place, 30 minutes, changer de place. Par contre, si tu fais ça 4 fois, ton 2 heures est atteint. La 5e fois que tu stoppes, tu arrêtes un 30 minutes pour décharger, là, tu es en travail. Ton 2 heures est déjà satisfait, tu tombes en travail. Mais au moins, l'avantage, c'est que là, maintenant, tu vas pouvoir faire tes repos pendant que tu es à côté au dock et tu te fais décharger. C'est un gros avantage, ça va donner des heures au gars. Donc, oui, tant que ton 2 heures n'est pas satisfait, tu as le droit de continuer. Puis comme j'expliquais tantôt, si tu prends, exemple, un 2 heures, qu'en plus, tu viens faire 3 heures totales dans le même bloc, bien, ce bloc-là va tout être du repos, va tout être considéré repos. Si tu bouges, tu te réarrêtes plus tard pour décharger ou loader, peu importe, là, à ce moment-là, tu vas être en travail, parce que ton 2 heures est déjà pris. Merci, ça répond à ma question. Good, parfait. Excusez. Est-ce que le nombre d'heures de travail et repos, on change pour un registre allégé? Non, j'en ai parlé rapidement, je suis désolé, là, mais le allégé, donc le registre allégé, le simple à la semaine, les heures n'ont pas changé. Donc, commence, se termine la même journée calendrier, 13 heures au moins de poste maximum et 11 heures de repos consécutives avant de recommencer un nouveau poste. Donc, l'allégé ne change pas. Par contre, si vous êtes en allégé, vous avez l'exemption des logs électroniques. Il y a quelque chose que je n'ai pas dit en passant, puis je pense que c'est comme la question que tout le monde me posait, puis je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis dedans. Là. Ça vient de me popper. Là.
Mais si tu sors une fois dans l'année, malheureusement, tu vas être obligé d'avoir le log électronique. Donc, tu enregistres toute l'année, tu sors une, deux fois dans ton année au complet en véhicule lourd, malheureusement, ça va te prendre un log électronique pour ces fois-là. Est-ce que l'agriculture est toujours exemptée du registre pour camions porteurs conduits par un propriétaire exploitant à l'intérieur du 160? L'exemption des heures pour un agriculteur porteur, c'est des produits primaires. Donc oui, tu as encore l'exemption, mais ça doit être un produit primaire. Donc ça doit être bœuf vivant, poisson vivant, arbustes pour plantation, mais ça ne peut pas être des quartiers de bœuf, par exemple, ou du sirop d'érable qui est transformé. Ça pourrait être une peigne d'eau d'érable, par exemple, sur un camion porteur, tu es correct parce que c'est un produit de l'agriculture de la forêt qui est primaire, mais dès que ça devient transformé, donc du sirop d'érable, des barils de sirop, par exemple, tu n'as plus l'exemption, malheureusement, du produit primaire, même si tu es agriculteur, les heures de conduite te touchent. Si je fais un deuxième fiche journalière papier, doit-il réécrire la portion du matin du DCE non disponible l'après-midi? Honnêtement, c'est une méchante bonne question. Je vais devoir m'informer. Normalement, je te dirais que oui. Mais techniquement, tu as une portion qui est disponible sur ton rapport d'activité électronique, puis tu aurais l'autre portion qui est disponible sur un rapport d'activité papier. Donc, si c'est mentionné, je croirais que tu es correct, mais là encore, Robert, malheureusement, je vais devoir te revenir là-dessus. Je vais me le noter parce que vu que c'est une modification de règlement, j'ai comme pas tous les détails. Log, PM, exemple. Est-ce que je dois avoir le AM? C'est une très bonne question. Je me le prends en note. Puis je vais essayer de te revenir là-dessus. Si le véhicule sort du 160 une fois, donc des CA obligatoires, Philippe, évidemment, je n'avais pas vu ta question encore, mais c'est la réponse, je l'ai donnée. Oui, malheureusement. Est-ce que charger un camion dans les champs font partie des mouvements hors route, exemple dépôt? Je te dirais que oui, mais malheureusement, le règlement vient vraiment préciser point par point, port, gare, dépôt. Normalement, nous, ce qu'on dit, c'est exemple, un gars qui rentre dans une mine privée avec un véhicule lourd et qui conduit pendant 2 semaines de temps dedans, mets-toi en travail. L'affaire, c'est que si tu as un DCE dessus, bien là, ton DCE va enregistrer de la conduite. Là, il va falloir que tu viennes manuellement expliquer pourquoi tu t'es mis en travail alors que le véhicule bougeait. Malheureusement, encore une fois, je ne peux comme pas te répondre à 100%. Le nouvel article de loi dit vraiment gare, dépôt, port. Si tu es dans un champ, moi, techniquement, je dirais que tu es en travail, tout comme un agriculteur qui conduit un véhicule lourd dans son champ ou sur une ferme, techniquement, va être en travail, mais je ne peux pas te le dire à 100%. OK? Je vais être à 99% sûr que oui, tu es en travail. Il y a le petit 1% qu'il va falloir que je m'informe peut-être pour confirmer avec un contrôleur ou comment il l'applique. Est-ce qu'un dépôt peut être considéré un dépôt dans un champ? Peut-être, là. Mais malheureusement, je ne peux pas te confirmer à 100%. Kelly Mercier qui dit allô, je sors 3-4 fois par année. Malheureusement, non, pas l'exemption, comme j'ai expliqué. Dès qu'on a un voyons. Dès qu'on sort du rayon, on doit absolument avoir le DCE. Il n'y a pas d'exemption. Aux États-Unis, vous avez une exemption qui dit que si vous sortez seulement 7 fois de votre rayon en dedans de 30 jours, vous avez une exemption papier. Malheureusement, pas au Québec. Il n'y a aucune exemption dès que tu sors électronique. Karine, 28.2 en travail. Est-ce que les pompes de béton et bétonnières en chantier doivent ou peuvent avoir cette option en travail? Le moteur vire et le véhicule est déplacé. Bien, c'est ça, c'est ce que je viens d'expliquer aussi pour la même affaire que pour le champ. Normalement, si tu es sur un chemin privé, tu es considéré techniquement en travail. Moi, honnêtement, je dirais qu'en travail, tu ne te ferais pas achaler. Si tu es capable d'expliquer tu étais où et qu'est-ce que tu faisais. D'après moi, ils sont venus ajouter gare, dépôt ou port parce qu'ils ont eu plusieurs demandes en se disant dans un port, techniquement, tu es sur une route, tu n'es pas dans un champ privé, tu es vraiment sur une route. C'est peut-être pour ça qu'ils sont venus ajouter les mots précis, gare, dépôt, port. Mais d'après moi, si tu es dans un chemin privé, dans un champ, peu importe, moi, je dis que tu pourrais être en travail. Encore une fois, 99% sûr. Je vais devoir aller chercher l'information pour être certain à 100%. Le 16 heures max après le début du travail est encore valide ou avec le chargement à un dépôt plus de 2 heures va rallonger le 16 heures.
Le 16 heures, c'est toujours valide. Les heures de conduite ne changent pas. Donc, la finale des 16 heures, c'est le maximum que tu peux faire. Donc, même le fait d'avoir plus d'heures de repos ne t'aidera pas sur le 16 heures. Ça va t'aider pour quelqu'un qui est à côté dans la conduite, mais ça ne t'aidera pas malheureusement pour le 16 heures, là, pour la finale de 16 heures des heures du poste de travail. Pour le travail de nuit, lorsque je transporte la neige de 18 à 6 heures le lendemain matin, dois-je avoir un DCE? Si tu restes dans ton rayon et que ben là, 18 heures à 6 heures, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6, plus 6, ça fait 12. C'est correct. Si tu restes en dedans, ben, là, je veux juste comprendre ta question. Dois-je avoir un DCE? Avec ce que tu me dis là, de 18 à 6, tu passes minuit, tu pourrais utiliser un registre détaillé, qu'on appelle, qui est un registre d'activité qui vient dire ligne par ligne ce que tu as fait. Fait que si, exemple, tu as conduit littéralement de 18 heures à 6 heures, ben, tu viendrais faire un registre détaillé qui vient dire de 18 heures à minuit, j'étais en conduite. Tu ferais un deuxième registre pour la deuxième journée, qui viendrait dire de minuit à 6, j'étais en conduite. Puis tu ferais le reste de ta journée, le repos, peu importe, travail. Mais tu pourrais utiliser un registre, ça t'exempterait du log électronique. Tu reviens à ton port d'attache, puis tu restes dans un rayon de 160. Mais oui, transport de neige, tu aurais le droit d'utiliser un registre, il n'y a pas de problème. C'est ce que la plupart des municipalités utilisent, le registre détaillé. Si tu veux un exemple, au pire, tu m'enverras un courriel ou à la personne qui t'a envoyé le lien pour un exemple de registre détaillé. En passant, Sébastien, je t'ai pas oublié, hein, je sais que tu as une question, là, mais je passe toute la chat avant. Si le chauffeur fait un log électronique et qu'il utilise un véhicule non enregistré à notre système, qu'est-ce que le chauffeur indique dans son log? Il fait un log électronique et il utilise un véhicule non enregistré dans notre système. Ben, le véhicule qu'il utilise doit avoir un DCE, à moins qu'il y ait une exemption. Donc, s'il n'y a pas d'exemption, le véhicule non enregistré dans ton système doit avoir un DCE si le conducteur doit en utiliser un parce qu'il change de port d'attache, par exemple, ou il sort de son rayon. Donc, je comprends pas full le sens de la question là, parfaitement. Là. C'est peut-être moi qui ne comprends pas bien, là, mais si en gros, il prend un matin un véhicule à toi avec un DCE, puis l'après-midi, il prend un autre véhicule qui sort de son rayon, il devrait techniquement avoir un DCE dessus, à moins que ce soit un véhicule loué ou qu'il soit touché par les exemptions. À ce moment-là, il va pouvoir faire un papier. Donc, 2 rapports, comme j'ai expliqué tantôt, il a le droit de faire 2 rapports si l'autre véhicule était exempté. Mais si c'est un véhicule qui sort de son rayon et qui doit absolument avoir un DCE, ben, il faut carrément juste mettre un DCE dedans. Je peux peut-être. Chez nous, on a des petits pick-up aussi que les employés vont utiliser à l'occasion pour aller faire des petites livraisons. Mm-hmm. Ils ne sont pas équipés de DCE dans ce temps-là. Ce qu'ils font, c'est qu'ils continuent leurs heures sur le DCE juste en travail dans ce temps-là. Oui, ben ça, oui. Ça, exact. Si le véhicule n'est pas touché par les heures de conduite parce que c'est un véhicule léger, tu vas continuer de les heures sur ton DCE en travail. Ça, c'est la loi, carrément. Tu es obligé de le faire. Donc, il faut que tu restes en travail sur ton DCE. Puis, si jamais tu ne te reconnectes même pas sur un DCE, il faut que tu viennes manuellement le certifier et le mettre. Par contre, la situation ici, je pense, c'est plus, il prend un véhicule lourd le matin puis un véhicule lourd l'après-midi qui n'a pas besoin d'un DCE. Ben là, il n'est pas en travail, il est quand même en conduite d'un véhicule lourd. Ça va prendre un rapport d'activité papier. Stéphane et Sonia de Couture. Lorsqu'un conducteur est en livraison et à l'arrêt chez un client pour moins de 2 heures, exemple 30 minutes, est-ce qu'il peut compter ce temps dans son 2 heures exactement, comme j'ai expliqué tantôt? Donc, si tu prends 30 minutes minimum, si tu utilises ça pour ton 2 heures, tu as le droit de te mettre en repos. Tu vas être correct. Comme j'ai dit tantôt, tu pourrais faire 4 fois ça dans ta journée, donc 4 fois 30 minutes. Tu répondrais à l'article 13 qui vient dire que tu es obligé de prendre 2 heures de repos autres que tes 8 heures dans ta journée. Donc oui, Stéphane, tu pourrais te mettre en repos. Vas-y, Sébastien. J'ai fait le tour des questions. Chat. Yes. Fameux 2 heures, il a été approuvé par le Québec, mais dans les autres juridictions, quand il va y avoir vérification, qu'est-ce qu'eux vont dire? Parce qu'eux n'ont pas approuvé ça, par exemple. Le travail reste travail, il n'y a pas de repos de considérer quand tu es à la garde du véhicule. Fait que s'il arrive une problématique, là, je parle Ontario, États-Unis, qui vont voir que tu as fait des livraisons au Québec, parce qu'au Québec, tu peux le faire, tu vas te mettre en repos. Comment ils vont réagir versus ça, que tu étais chez un client en repos, mais qui savent très bien que tu étais en travail de leur côté? C'est une très, très bonne question. En fait, le 2 heures de repos, techniquement, existe dans les autres provinces, mais oui, je comprends ta question que eux ne l'ont peut-être pas approuvé. Honnêtement, il faudrait que j'aille lire le règlement parce que je n'ai pas lu les modifications de règlement dans les autres provinces. Si eux n'ont pas accepté ça,
il va falloir malheureusement dans les autres provinces que vous soyez en travail. Par contre, si c'est accepté au Québec, je ne vois pas pourquoi un contrôleur de l'Ontario viendrait te donner une contravention. Surtout que s'il ne va pas en entreprise, il ne peut pas vraiment prouver que tu étais chez un client. Là. Techniquement, oui, il pourrait calculer, là, mais c'est une très, très bonne question. Avec les bons de livraison, il Ouais. voit. C'est pour ça que je dis que si d'une vérification, lui, c'est quoi la réaction d'eux autres versus. Là, c'est encore deux lois, deux mesures. Tu sais, d'une place, il l'accepte, l'autre place, il ne l'accepte pas. Puis moi, c'est ambigu, ça, là, versus comment eux autres vont réagir à ça. C'est une très bonne question. Puis honnêtement, j'ai pas la réponse vite de même. Il va falloir que je demande. C'est correct. Mais oui, je comprends ta question, puis c'est une très, très bonne question. Techniquement, en ce moment même, exemple, si tu ne respectes pas les heures des États-Unis, quand tu rentres là, tu tombes sur leurs heures à eux. Fait que oui, peut-être qu'eux vont dire, moi, ton 2 heures là que tu as fait chez le client, je ne le calcule pas comme du repos. C'est une bonne question. Je l'ai noté. Je vais aller aux vérifications. Merci. J'ai plusieurs autres questions qui sont rentrées dans le chat entre-temps. Pour le déneigement en charrue, on est sur OK avec un log papier comme présentement. Donc, si tu restes dans ton rayon et que tu reviens à ton repas, à ton terminus, tu peux utiliser un rapport d'activité maintenant, qui est le log papier. Par contre, honnêtement, vu que tu restes dans ton rayon et que tu reviens à ton port d'attache, moi, je te suggérerais de faire un registre détaillé qui est beaucoup plus simple à remplir. Mais oui, tu vas avoir le droit de continuer d'utiliser un rapport d'activité qui est un log papier, dans le fond. Il change le nom, comme j'ai expliqué au début, là, il change le nom, ça devient un rapport d'activité. La grille change un petit peu, là, il enlève les observations dans le bas de la grille, mais tu vas pouvoir utiliser ça en déneigement et tu vas pouvoir continuer à utiliser, évidemment, l'exemption pour le déneigement du 15 heures de conduite. Je suis chauffeur remplaçant, je conduis un véhicule lourd 1 à 2 fois par mois. Est-ce que je dois remplir le log des travail-repos les 14 jours précédant ma journée de conduite? Ben là, ça dépend si c'est papier électronique. Papier, en fait, c'est la même réponse, là, mais papier, tu vas venir écrire sur ton rapport d'activité les 14 jours précédents ton travail que tu as fait. Donc, tu dois venir, au meilleur de tes connaissances, venir mettre les 14 jours précédents. Il va y avoir une grille dans le bas, pareil comme un log papier. Si jamais le véhicule que tu utilises est électronique, donc a un DCE, à ce moment-là, tu vas devoir venir manuellement rentrer les 14 jours précédents dans le système. Donc, oui, là, à ce moment-là, ça va être un petit peu plus de travail. Tu vas être obligé de mettre manuellement dans le système électroniquement tous tes 14 jours précédents. Que faire si on prend le véhicule à fin personnelle? Il va y avoir une option sur les DCE obligatoire qui est conduite personnelle. Donc, tu te mets en conduite personnelle. Tout simplement. Pareil comme un log en ce moment. Si tu es en personnel la fin de semaine, le log ne s'applique pas à toi. C'est sûr que là, si tu as un DCE dessus, honnêtement, c'est plate, mais tu au pire log toi, mais toi personnel, ça va être moins de gestion que de venir après ça, venir manuellement dire j'avais une conduite non assignée, je n'étais pas logué, j'étais en personnel, nanana. Fait que tu te logs, tu mets conduite personnelle, puis tu es good to go pour la journée. J'ai un pick-up qui n'est pas un véhicule lourd. Ouais, ça, c'est le classique, qui tire une remorque lourde. Si tu sors du rayon, oui, malheureusement, ton pick-up léger va devoir avoir un DCE. Techniquement, le règlement dit si tu n'es pas touché parce que c'est un véhicule léger, quand tu ne l'utiliseras pas, tu pourrais soit le désactiver si ça se fait selon ton système ou ne pas te loguer, faire tes heures normales en travail. Puis là, il va falloir que tu viennes utiliser justement sur cette slide-là un compte pour les heures à un conducteur non identifié. Mais si c'est un conducteur qui existe, il va falloir que tu prennes ces conduites non assignées-là et que tu viennes toutes les mettre dans le dossier du conducteur qui l'a utilisé. Puis, il va falloir que tu aies une preuve qui vient dire toutes ces heures non assignées-là, c'était des registres. Ou il n'était pas visé par ça, donc c'est normal que je n'aie pas de feuille de temps. Ça, c'est possible. Si jamais tu conduis 2 semaines de temps ton pick-up léger, sans prendre la remorque, techniquement, tu n'as pas d'heure à gérer. Donc, tu vas être en conduite non assignée, puis manuellement, tu vas falloir que tu viennes expliquer les raisonnements. Oups, excusez, ça, c'était pas voulu. Chat, j'ai rien d'autre. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voulaient parler, se démuter, poser une question? Oui, j'aurais une petite question concernant la conduite non assignée. Oui. Nous, on est une compagnie de transport générale, donc du LTL. Et naturellement, bon, j'ai du chantage qui se fait dans le cours la nuit, de soir et de nuit.
Et j'ai des gens qui font comment je dirais ça, qui font le fuel, qui vont fueler mes camions pour mes chauffeurs le soir et la nuit. Là, si je comprends bien, je peux créer des comptes pour la conduite non assignée ou non identifiée. Oui, exact. Est-ce qu'il faut absolument que ça soit un chauffeur ou ça peut être fictif? Ben, en fait, ça va être un compte distinct. Donc, ça va être un compte qui va exister pour tout le monde qui serait non identifié. Sauf que si ton gars qui fait du shuntage chauffe de temps en temps puis qui va sur la route, ben lui, techniquement, il va être identifié. Fait que lui, les conduites non assignées, random de shuntage, il va falloir que tu viennes les mettre dans son compte à lui, en disant qu'il faisait du shuntage dans le cours. Si jamais c'est un gars qui fait juste du shuntage, qui n'a pas de compte et qui ne va jamais à l'extérieur, ben là, ça va être dans le compte conducteur non identifié qui va exister, qui va être pour tout le monde, dans le fond. Là. Tu pourras dire toutes les conduites non assignées, c'est là. C'est sûr qu'il faut que tu prouves que c'était du chantage, mais là, ça va être des affaires de conduite de 2-3 minutes, c'est normal. Là. Donc, Ouais, plus ça va être. Ça. Je veux dire, quand moi je le vérifie, c'est sûr que bon, je suis capable avec la tablette ou encore avec le DCE de prouver que bon, la conduite s'est faite dans la cour, sur le terrain de la compagnie. Comme tel, je peux mettre ça là-dedans. Par contre, et c'est là ma question, mon shunter, supposons qu'il sort à l'occasion pour aller porter un camion, je ne sais pas moi, à la SAC pour vérification le lendemain ou whatever. Donc, c'est sûr que lui, il reste à l'intérieur du 160. Ouais. Techniquement, il n'est pas obligé de faire un log électronique. Juste ou un log point. Il peut faire juste un registre de travail ou une feuille allégée. Là. Ouais. Mais là, c'est ça. Ma question, c'est s'il sort de ma cour pour aller le porter 2 coins de rue plus loin, il fait quoi dans ce temps-là? Ben, ça va prendre. Ben, il va être en registre techniquement, le conducteur, il va être en registre. OK, fait que là, il va falloir que je crée un compte pour lui pour quand il sort de la cour, ces fois-là. Exact. Il va falloir que tu l'assignes. Ben, en même temps, s'il est en registre, techniquement, il n'est pas visé par les lois. Il n'est pas obligé d'avoir un compte de conducteur de véhicule lourd. Mais là, c'est sûr que oui, s'il prend la route, ouais, là, c'est touché. Là. C'est sûr que le plus simple, ça va être d'y créer un compte puis de mettre toutes ces conduites-là dans son compte à lui. Mais il va avoir le droit d'être en registre. Donc, lui, ses heures, ça va être des registres. Puis, il va avoir un compte pour les conduites non assignées parce qu'il a pris le véhicule qui avait un décès dessus, alors qu'il n'avait pas besoin de l'utiliser. C'est ça. Parce que là, tu sais, moi, quand on a commencé à créer les comptes chauffeurs et tout ça, c'est sûr que mes shunters, pour eux autres, c'est, regarde, je prends le camion, je le déplace de, tu sais, coupe de pied, puis, m'enregistrer, me désenregistrer, m'enregistrer, me désenregistrer. Ça devient compliqué, puis c'est une perte de temps. Là. Oh, oui, non, je comprends. Tu sais, on leur a dit, OK, pas besoin, il faut juste déplacer le véhicule, puis le lendemain, on va mettre toute cette conduite-là, on va les assigner au shunter ou à whatever. Mais là, c'est ça. Des fois, il sort. Fait que là, lui, techniquement, quand il sort de la cour, pour aller porter un véhicule, bon, chez un dealer ou quelque chose, faut qu'il s'enregistre sur la tablette. Ben, techniquement, quand il sort, même pour aller chez un dealer, il est techniquement en registre. Donc, il pourrait rester non assigné parce qu'il est en registre, en fait. Il reste en registre, il n'est pas visé par le règlement du DCE. Donc, vu qu'il n'est pas visé par ça, techniquement, il peut rester en conduite non assignée. Puis tout ça va rentrer dans son conduite non assignée. Là. Il ne sera pas obligé de se loguer pour ce petit 2 minutes-là qu'il va chez le garage. Il va être encore en registre. Ah, OK. Donc, cette conduite-là sur mes véhicules, je pourrais aller rentrer dans le compte de conduite non assignée ou en tout cas de... Conducteur non identifié. OK, parfait. Merci. Pas de problème. Sébastien? Justement, on est là-dessus. C'est mon gars, la personne qui entretient notre flotte, voyage nos véhicules qui font à peu près 50 km de notre terminal versus leur garage à eux autres. Se log pas présentement, donc ça crée de la conduite non assignée automatique d'une 50aine de kilomètres. Moi, je l'assigne à leur garage, mais pas un nom. Ma question est là, doivent-tu tomber à un nom d'un de ses employés? Si l'employé pas... Non, c'est ça. Ben, c'est ça qui est écrit vraiment ici. Là. Si jamais
la personne n'est pas visée par le règlement des heures. Ouais. Donc, lui, il est correct en registre techniquement. Tu peux venir assigner cette conduite-là à un compte qui va s'appeler conducteur non identifié. Ou ben moi, je l'appelle le nom de mon Ouais, c'est garage. ça. Exact. Je me suis Exact. là-dedans. Fait que là, ils vont pouvoir valider que du point A au point B quand ils vont là, que c'est vraiment eux autres qui le font. Exact. Je n'ai pas à les justifier ou à les dire de obligé de vous loguer à l'intérieur. Non, parce que c'est un déplacement de véhicule, c'était une personne qui n'était pas visée par le règlement. Il l'a juste amené à son garage. Ben, lui, tu sais, de son côté à lui, ça il prend sûrement ses heures à lui, là, mais lui, c'est son garage. Lui a son propre NIR, donc quand il part avec mes véhicules, C'est ça. j'ai comme un contrat comme de quoi que même s'il arrive à une problématique d'une infraction, peu importe, c'est lui qui va être visé et non nous C'est lui autres. l'exploitant, Comme c'est ça. l'exploitant du véhicule, fait que Exact. ses propres rondes de sécurité, ses propres registres. Fait que... Exactement. Lui devient l'exploitant, donc lui, ça va être lui la gestion des heures. Toi, ça va être une conduite, comme tu dis, là, ça peut être un compte garage qui dit en plein pas ça. mes heures à moi, c'était pas mon conducteur non identifié. Oui, c'est tout à fait correct. Vas-y, Hubert. Petite question vite faite. Nous autres, on est dans le transport de colis, puis j'ai une coupe de l'eau qui reste dans 160 km de rayon. Nous, on fonctionne avec les cartes de punch, mais comme très clairement identifié, c'est que le 1 pour les 7 jours. Parfait. Avant, j'étais correct. Est-ce que je suis encore correct avec ça? Oui, les registres ne changent pas. Donc, toi, ta carte de punch compte pour un registre allégé parce que tu mets le cycle 1 et tu as tout le stock. Donc, oui, il n'y a pas de problème. Deuxième question, c'est que oui. j'ai une coupe de pick-up puis avec des trailers, puis des fois, ils sortent du 160 km. La plupart du temps, ils sont dans le 160 km. Je suis aussi bien de les faire puncher le DCE, même s'ils restent en dedans. Ça va être moins compliqué pour tout le suivi. S'ils sortent de temps en temps, oui. Moi, personnellement, je trouve que c'est mieux qu'ils punchent leurs heures sur un DCS s'ils sortent de temps en temps. Même quand ils restent en dedans, parce que... Même quand on est en dedans du 160, moi, exemple, il y a des mines proches en Abitibi, c'est que je vois des grosses pièces dans des mines, c'est que même si tu as une demi-heure d'ici, on punch le log, puis on est mieux de même pour la fois qu'on va sortir. Il va y avoir moins de blabla à faire à propos du kilométrage. Exact. Ben, c'est sûr que si c'est une fois par mois, là, c'est peut-être mieux l'inverse. C'est peut-être mieux d'être en registre, puis la fois, ils feront un DCE, puis le reste du temps, ça sera des conduites non assignées. Mais c'est sûr que ça reste de la gestion de genre, prends la conduite, la signe au gars. Prends la conduite, je t'enregistre, je la signe au gars. Si c'est bien géré puis qu'ils savent comment l'utiliser, qu'ils fassent le log tout le temps, ça va être bien moins compliqué. Oui, bien, c'est pas mal tout le temps le même chauffeur. Ce qui me ramène à dire que j'ai eu de la misère aussi à avoir des confirmations. Géotab, l'application cellulaire, est-ce qu'on est correct avec ça? Si tu as le module dans le camion. On a le module dans le camion. Si on remplit dans le cellulaire, parce que moi, je préfère payer un cellulaire au gars que d'acheter des tablettes dans toutes les trucks. Oui, en gros, la norme technique dit que tu dois avoir le module dans le camion, puis ça doit parler à quelque chose en Bluetooth. Donc, tablette, téléphone, ça peut être. C'est parfait. Si tu as de l'application sur ton téléphone, mais qui est linkée avec ton module dans le CM du moteur, tu es conforme. Oui, puis on le voit aussi dans l'ordinateur là, avec Geotab Drive qui appelle. C'est que ça, on est complètement blindé avec ça. Yes. J'ai vu dans une petite vidéo de formation que si, exemple, on allait aux États-Unis ou en Ontario, de peut-être suivre une feuille de réglementation comme de quoi que l'application est légale ou de quoi de même. Est-ce que c'est pertinent? Tu peux, honnêtement. Parce que c'est Transport Canada qui a accrédité, dans le fond. Là. Hein? C'est Transport Canada qui a accrédité les systèmes. Fait que tu ça fait que le gars d'Ontario, il devrait savoir c'est quoi Geotab et en rentrant, parce qu'eux autres, les vérifieurs, ben, les verts, excuse, ils peuvent avoir un PIN code pour downloader toutes nos infos. Ça fait que ça, en théorie, tout le monde le sait et ça va bien. Exact. Oui. Non, si le système, ils vont le voir, les contrôleurs vont les connaître, ils vont à la liste, ils vont savoir exactement quel système est accrédité. C'est Transport Canada, littéralement, qui a accrédité tous les systèmes. Là, donc, ils vont connaître ça. Puis Geotab, c'est ontarien en passant. Fait que, ils vont le connaître les eux. Ben, parfait. Moi, c'est merveilleux. Ça répond à tout. Un gros merci. Good, ça fait plaisir. Yannick? Oui. Nous, autrement dit, on est une compagnie de construction. On fait des contrats à l'extérieur de 960 km. Oui. On a quelques véhicules qui sont âgés de plus des années 2000. Ce qui fait en sorte que, autrement dit, de ce que je comprends, pour aller le porter sur le chantier, mettons, je devrais remplir un log, je vais le porter. Ensuite, là, les employés, eux autres, peuvent travailler une année là, avec. Là. Le truck reste là pendant un an. Ouais.
Autrement dit, le port d'attache du véhicule tombe la roulotte de chantier parce que le soir, il laisse le camion roulotte de chantier où c'est qu'il travaille avec. Puis il retourne chez eux avec un autre véhicule. Autrement dit, il n'y aurait pas de log à faire non plus pour eux autres. Exactement. Leur port d'attache chez la roulotte de chantier vont pouvoir être en registre sur le chantier. Puis, c'est sûr que là, des fois, il faut qu'ils sortent du chantier pour aller à un autre chantier. Puis, à ce moment-là, il n'y aurait pas de log à remplir non plus. S'ils restent dans le rayon puis qu'ils reviennent à la même place, qu'ils finissent leurs heures à la même place. L'important, c'est que le conducteur finisse ses heures à la même place. Fait que le véhicule, techniquement, même s'il bouge, si le gars finit ses heures tout le temps à la même place, sur son registre, il est correct. S'il reste dans son rayon. Fait qu'il peut se promener de chantier en chantier, il n'y a pas de problème, il finit ses heures à la même place. Il va être en registre, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ce qui peut arriver dans ce cas-là, c'est que le véhicule, mettons, il va faire un chantier au début de journée, il va aller terminer sur un autre chantier, mais là, le véhicule va rester sur le chantier, parce que le lendemain, il retravaille là. Dans ce cas-là, il n'y aurait pas de problème non plus. Là, c'est là que c'est dangereux. Moi, ce que je te dirais, pour être conforme, c'est que le gars, il faudrait quasiment qu'il parte ses heures de chez eux ou de l'hôtel, mettons. Tu sais, je ne sais pas ce qu'il est, là. Comme ça, lui, il part ses heures de chez eux, il fait sa journée, il change de port, pas de port, mais il change de place dans son rayon, puis il finit ses heures chez lui. Là, il n'a pas changé de port d'attache, puis le port d'attache va être chez eux. Quand même que le véhicule change de place, c'est pas grave tant que lui il commence à finir ses heures au même endroit. Exactement, parce que là, oui, si tu portes tes heures sur un chantier, que tu changes de place, tu fais une demi-heure, tu finis tes heures ailleurs dans une autre ville, alors là, ça ne marche pas. Là, tu as changé de port d'attache. OK, c'est bon. C'est bon, merci. Pas de problème. Good. 11h10, comme ça a bien été. Finalement, on a fait du temps en masse. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser là. Si jamais il y en a qui vous popent à l'esprit, n'hésitez pas. Écrivez-nous, je vais vous remettre ça ici, la petite slide, le numéro de téléphone, si vous voulez le prendre en note. J'ai Jean qui a une question. Vas-y, Jean. Nous, on a plusieurs camions, mais des fois, on sort en dehors de 960 km, peut-être 3-4 fois par année, mais ce n'est pas nécessairement le même camion. Est-ce que je peux prendre le log électronique puis changer de camion ou un coup qui est attitré à un camion, il faut toujours qu'il reste sur ce camion-là? Ça dépend des modules. Honnêtement, oui, il y a des systèmes que tu peux installer toi-même puis que tu pourrais techniquement le désinstaller puis le mettre sur un autre truck. Là, ça se fait, ça dépend des systèmes. Il y en a que c'est une installation assez complexe. Il va falloir que ce soit fait par le fournisseur. Là. Mais oui, tu pourrais utiliser le module, le changer de truck. Mais là, à ce moment-là, c'est sûr qu'il va falloir que tu rentres les informations du truck sûrement dans l'autre module quand tu vas le changer. Là, c'est une question technique. Puis honnêtement, il va falloir que tu vérifies avec les fournisseurs. Donc, je ne sais pas, dépendamment de ce que tu vas prendre, là, ING-Tech, Samsara, Geotab, peu importe. Il faut que tu parles avec eux pour demander si c'est possible de le faire facilement. Okay. Mais oui, tu aurais le droit. Là. Si tu changes les infos et que tout de suite, il n'y a pas de problème. Geotab, tu peux changer de truck en dedans de 5 minutes. Geotab, bon. L'OBD2, tu mets dans l'autre OBD2, tu rentres le NIF du truck, puis c'est changé. OK. Autre question, mettons que je le mets sur un truck, je le laisse toujours là, mais il sort une fois ou deux par année dans son rayon de 160. Est-ce qu'il faut toujours qu'il fonctionne par la suite ou je peux l'éteindre et y aller avec mon registre allégé? Si tu as une option de le désactiver, techniquement, tu pourrais. Le légal nous a dit ça dans un courriel. J'ai du ça noir sur blanc sur un courriel du légal. Fait que si jamais tu te fais achaler, tu me le diras, je t'enverrai le courriel. Là. Mais si ça se fait techniquement avec ton système, oui. Sinon, comme je te dis, il faut que tu gères les conduites non assignées manuellement dans ton système. C'est un peu du travail pour rien. Là. Mais oui, si tu peux le désactiver, tu peux. Mais là, à ce moment-là, il faut que tu saches si ça se fait sur ton système. Mais j'ai vraiment un courriel précis du légal de la SAC qui me dit que oui, ça se fait. Parfait. Super. Merci beaucoup. Pas de problème, Yannick. Oui, je viens de comprendre dans la question précédente que, moi, comme je dis, j'étais à la construction, que, mettons, je pourrais, avoir, 90 % de mon travail, je le fais dans mon 160, mais l'autre 10 %, c'est jamais le même camion qui sort. Fait que je pourrais prendre mon OBD2, comme le monsieur vient de dire, puis transférer juste ces camions qui sortent quand ils sortent. C'est ça que je viens de comprendre, là? Ça se ferait, oui. Si c'est possible, si ton système le fait, oui, il n'y a pas de problème. Il faut que tu t'assures que, là, évidemment, ça suit les données là, des camions, tout ça. Là. Oui. Parce que, il faut que le conducteur, quand il se log, il faut que ça sache dans quel camion il est. Il faut que ça aide qui est dans le bon camion. Là. Mais oui, ça se fait. Puis les conducteurs, en passant, quand ils prennent des logs électroniques, rarement, là, ils sont obligés de venir manuellement rentrer les 14 derniers jours dedans. Donc, quelqu'un qui fait un registre tout le temps, qu'une fois par mois, il prend un log, il va falloir que manuellement, il vienne écrire ces 14 derniers jours dans le log électronique.
Fait que si tu fais intercepter sur la route, il faut que ça soit tout disponible dans la tablette. Parce que nous autres, à la base, on n'est pas des transporteurs, là, on est des gars de construction. Là. Fait que Ouais. tu comprends que ça nous met une grosse contrainte que les autres n'ont pas. Là. Ah, ben, c'est épouvantable. Le règlement a été créé pour les transporteurs. Les transporteurs, là, eux, ils l'ont tous déjà anyway, le système. Mais il y a 52 000 NIR au Québec, puis là-dessus, il y a 18 000 transporteurs. Fait qu'il y a 30 000 NIR qui sont des agriculteurs, construction, excavation, etc. Et voilà. Donc, le règlement n'a pas été pensé pour tout le monde, mettons. C'est ça. Bon, c'est bon, merci. Ça fait plaisir. Good. Je pense pas que j'ai d'autres questions. Comme je l'ai dit, s'il y a de quoi, écrivez-nous un courriel, appelez-nous. Il n'y a aucun problème. J'espère que ça a été instructif. C'était vraiment une petite séance gratuite. Vous êtes tous des membres de Tech Transport, donc n'hésitez pas à nous appeler-nous, puis on est là pour vous. On est là pour vous aider. Je vais mettre fin, je vais arrêter mon partage et je vais mettre fin à la réunion là, dans 2 minutes si je n'ai pas de questions. Merci à tous. Merci.